Certainement. Bonjour à vous. Je remets mon masque, j'espère que vous m'entendez bien. Vous entendez tous parler tous les jours de dérèglement climatique, d'environnement, d'écologie, de sécheresse, d'inondations, d'ouragans, de tempêtes, d'augmentation de la température de 1,5, 2, 3, 4, 5, 10 degrés, de gaz à effet de serre, d'écologie, de fin du monde, ou pas? Bon, n'exagérons rien, mais il y a assurément de sérieux problèmes aujourd'hui et à venir pour l'homme et surtout pour vous, les jeunes. Nous sommes quelques-uns ici à Saint-Ambrois à penser qu'il faut agir. C'est pourquoi nous avons créé une petite association, vous pouvez la voir sur Internet si vous y allez certainement, qui s'appelle TEECC, c'est-à-dire Transition énergétique et environnementale en 16 Cévennes ici. Notre but, c'est d'informer nos amis citoyens, de vous informer, vous, les jeunes, de façon à ce que les bonnes décisions et les bons comportements soient adoptés. C'est la raison de notre présence ici, ce matin. Il est certain que l'activité de l'homme, nos déplacements, notre consommation jouent un rôle important dans la dégradation de notre environnement et dans le réchauffement climatique. En effet, toutes nos activités reposent sur un élément essentiel, l'énergie. Monsieur Énergie, c'est ce monsieur-là qui vient vous en parler. Donc c'est pourquoi... Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit? Excusez-nous, on est 5 à vous attendre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc c'est pourquoi ce matin, Daniel Suchet, qui est ici, qui est un scientifique, qui est un polytechnicien, qui est chercheur et enseignant, spécialiste des questions d'énergie et de photovoltaïque, vient vous en parler. Après son exposé, vous aurez quelques minutes pour lui poser vos questions, si vous en avez. S'il vous en vient à l'esprit pendant qu'il parle, notez-les pour les lui poser après. Aussi bien sur l'énergie que sur le réchauffement climatique ou sur les études et la carrière de scientifiques. Bonne matinée. Merci beaucoup, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Je reviens après, je vais faire l'appel. À tout à l'heure. Voilà, dans 5 minutes. Je m'appelle Daniel Suchet, effectivement je suis enseignant et chercheur, je travaille à l'université dans une grande école qui s'appelle l'école polytechnique. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de plusieurs sujets. Je viens pour vous parler d'abord de la question du climat, vous avez sans doute déjà entendu parler. Vous rappeler un petit peu des choses sur ces questions parce que on entend beaucoup de choses sur ces sujets, comme ça a été rappelé dans l'introduction. Je vais essayer de vous raconter quel est le lien entre la question du climat et la question de l'énergie, qui est celle qui, moi, m'intéresse dans ma recherche en particulier. Puis je vais essayer de vous parler de méthode scientifique, de qu'est-ce que ça veut dire que faire de la science, parce que vous apprenez de la science. Je vais essayer de vous raconter comment est-ce qu'on la crée, cette science. Alors, je vais essayer de faire ça en gros une demi-heure, 40 minutes, pour qu'on ait aussi du temps pour discuter. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, levez la main en cours de route, gardez-les pour la fin. Mais le but, c'est qu'on puisse échanger sur ces questions-là. Ok? Ça vous va? Oui. Alors, c'est parti. La première chose que je veux faire, c'est vous repositionner un peu des choses sur la question du climat. Et je vais le faire peut-être un peu différemment de ce que vous entendez habituellement. Je vais le faire comme chercheur, comme scientifique. Donc, je vais le faire sur la base de données scientifiques. Alors, juste pour reprendre un petit peu les questions qu'on est bien en droit de se poser autour de ces questions de climat. La première chose, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il y a bien un réchauffement climatique? Alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à une question quand on se la pose comme ça? Ben, on regarde ce que c'est dans la vraie vie, on fait des mesures, on fait des observations. Cette courbe-là, ce qu'elle vous représente, c'est l'évolution de la température moyenne sur Terre. Chaque point, c'est une année, par rapport à une température de référence qui est prise avant l'ère industrielle, au milieu du XVIIIe siècle. Et donc on regarde chaque année quelle est la température moyenne sur Terre et on regarde comment ça évolue. Ça, c'est des mesures. Et on regarde ces mesures et on se demande, est-ce qu'on a l'impression que le climat est actuellement en train de se réchauffer? Et là, vous voyez qu'il y a deux aspects dans la question. Il y a comment est-ce qu'on observe les choses, comment est-ce qu'on les mesure, et comment est-ce qu'on les interprète, comment est-ce qu'on les comprend. Qu'est-ce qu'on voit sur une courbe comme ça? On voit qu'il y a une tendance à l'augmentation au cours du temps.
Et c'est parce qu'on voit cette augmentation qu'on se dit, oui, il y a bien un effet de réchauffement climatique. Vous avez peut-être vu cette représentation-là, c'est assez joli, je trouve, comme façon de le faire. Chaque bande de couleurs représente une année, plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et ce qu'on voit, je trouve, quand on le représente comme ça, c'est à quel point ça s'accélère. Vous voyez que pendant très longtemps, c'était plutôt bleu, et tout d'un coup, ça devient rouge, et très très rouge, très très vite. Donc vous avez à la fois l'idée que ça se réchauffe, et qu'il y a une espèce d'effet d'accélération autour de ce réchauffement. Au passage, ça vous dit qu'il y a la question des données scientifiques, et puis la question de comment est-ce qu'on les représente, et ça en fait c'est un travail artistique, de réussir à transformer ces données en quelque chose de joli. Alors je vous montre ici une augmentation, si vous regardez, on était autour de 0 au départ, et on est monté à plus 1 degré. Deuxième question, ce 1 degré ça représente quoi? Est-ce que 1 degré c'est beaucoup? Ouais. Comment est-ce qu'on comprend des données? Pour comprendre quelque chose, c'est toujours bien de pouvoir le comparer à quelque chose d'autre. Et la difficulté quand on parle de 1 degré, c'est que ce qu'on a tous facilement en tête, c'est 1 degré de météo. Et quand vous regardez la météo tous les jours, vous avez des variations de plein de degrés, d'un jour sur l'autre ou d'un endroit sur l'autre sur la carte de France. Et ça, c'est le temps qui fait, l'évolution du temps qui fait d'un jour à l'autre. Quand on parle de 1 degré ici, c'est 1 degré de climat. Ça veut dire de température moyenne à la surface de toute la Terre sur toute l'année. Et en fait, c'est des degrés qui n'ont pas exactement le même sens. Ça, ici, c'est une carte d'Europe estimée comme l'Europe était il y a à peu près 20 000 ans. Et 20 000 ans, c'est la dernière ère glaciaire, et il faisait 4 degrés de moins qu'aujourd'hui. Juste 4 degrés. Est-ce que vous voyez des différences par rapport à la carte d'Europe d'aujourd'hui? Vous avez un peu... En fait, je vous ai dit qu'on allait parler de science, on va aussi faire de la géo, on va aussi faire de l'histoire, on va faire pas mal de choses ensemble ce matin. Est-ce que vous voyez des différences par rapport à ce que vous connaissez habituellement en Europe? Bon, est-ce que vous repérez à peu près où est la France? Où est-ce qu'on est nous, là en ce moment? On est quelque part par là. Bon. Normalement, au nord, ici, c'est le Royaume-Uni. Vous remarquerez ici qu'il y a une espèce de grand truc bleu sur le Royaume-Uni. Et si vous regardez la légende de la carte, c'est écrit tout petit, mais vous pouvez vous en douter. Qu'est-ce qu'on représente en général comme une grande masse bleue comme ça? C'est des glaciers. Donc vous voyez que ce qu'on vous représente ici, c'est que la moitié du Royaume-Uni est sous la glace, à 4 degrés en moins. Il y a un autre truc qui peut peut-être vous surprendre. Il y a quoi entre la France et le Royaume-Uni? La Manche, absolument. Là, si vous regardez, il n'y a pas d'eau entre les deux. Comme il y a beaucoup de glace, le niveau des mers a tendance à baisser. Donc vous pouvez traverser à pied sec pour aller jusqu'au Royaume-Uni. Donc un monde à 4 degrés, c'est un monde complètement différent du monde dont vous avez l'habitude aujourd'hui. Ça, c'est 4 degrés en moins. Vous pouvez imaginer que 4 degrés en plus, ça va être aussi différent dans l'autre sens. Donc est-ce que 4 degrés c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Donc oui, ça change. 1 degré, c'est le début et c'est déjà beaucoup. Je vous ai montré 4. Est-ce qu'on est sûr que ce changement, c'est dû à l'effet de serre? Alors c'est quoi l'effet de serre? L'idée de l'effet de serre, c'est de dire, sur Terre, l'essentiel de l'énergie vient de la lumière du Soleil, qui traverse l'atmosphère et qui arrive jusqu'à nous. Si vous êtes au Soleil dehors l'été, vous sentez bien que ça apporte énormément de chaleur. La Terre absorbe cette chaleur, et la Terre réémet de l'infrarouge. Vous émettez de l'infrarouge en ce moment. Vous avez peut-être déjà vu les caméras thermographiques qui permettent de voir la chaleur des gens dans la forêt ou des trucs comme ça. C'est exactement la même idée. La Terre rayonne de la même façon. Mais l'atmosphère qui était transparente pour le rayonnement du Soleil absorbe ce rayonnement infrarouge et en renvoie une partie vers la Terre. Donc la Terre se prend non seulement ce qui vient du Soleil, mais aussi une partie de ce qu'elle a elle-même émis. L'effet de serre, c'est quelque chose dont on a absolument besoin sur Terre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 15 degrés en moyenne, à peu près. À moins 15 degrés, l'eau est solide, et vous n'êtes pas là pour en discuter. Donc heureusement qu'il y a de l'effet de serre. Le problème, ce n'est pas l'existence de l'effet de serre, c'est le déséquilibre de l'effet de serre qui fait ce réchauffement supplémentaire par rapport à la température habituelle. Je profite aussi de ce schéma-là pour vous préciser que l'effet de serre, c'est différent de la couche d'ozone
dont vous avez peut-être entendu parler. C'est vraiment deux choses séparées, on peut en discuter après. Alors ça, c'est l'effet de serre. Est-ce qu'on est sûr que le réchauffement dont je vous ai parlé vient de cet effet-là et pas de autre chose? Après tout, on peut imaginer plein de trucs. Alors ça, moi, c'est un graphique qui est un peu compliqué, mais que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous le raconter. Les points noirs que vous voyez là, c'est les mêmes qu'il y a deux transparents. C'est les observations. C'est qu'est-ce qu'on a vu comme augmentation de la température sur Terre. Donc vous retrouvez exactement les mêmes points et la même augmentation. Ça, c'est la courbe noire. Vous avez deux autres courbes. La courbe marron, c'est les modèles. C'est-à-dire quand on essaye de comprendre, de se dire comment ça marche le climat. Alors dans le climat, il y a l'effet de serre, et il y a l'activité des volcans, il y a l'activité du soleil, et il y a plein de trucs. Je peux essayer de calculer comment je pense que la température doit évoluer. Et ça fait la courbe marron. Alors après, on peut se demander, est-ce qu'on a bien compris les choses? Est-ce que la courbe marron ressemble à peu près à la courbe noire? Et quand on regarde les choses, on se dit que c'est quand même à peu près la même tendance. Et donc, a priori, on comprend bien ce qui se passe. Puis une fois qu'on a bien compris, on peut dire maintenant, si je retire l'effet de serre additionnel, le déséquilibre de l'effet de serre, comment est-ce que les choses évolueraient? Les choses évolueraient comme la courbe bleue qui est ici. Autrement dit, l'augmentation qu'on observe, elle est vraiment due à cette question de l'effet de serre additionnel. Et ça, c'est vraiment le travail des chercheurs, d'être capable de comprendre ce genre de choses. Donc est-ce qu'on est sûr que c'est de l'effet de serre? Oui. Est-ce qu'on est sûr que cet effet de serre, c'est le CO2? Le dioxyde de carbone. Alors là, je vais passer un peu rapidement, mais on peut regarder dans ces modèles la contribution des différents ingrédients du réchauffement. Je vous ai dit qu'il y avait un réchauffement qui était de 1 degré. Ce 1 degré, c'est la superposition de différentes contributions. Tout va bien? Il y a un papillon bizarre. Un papillon bizarre. Très bien. Je crois que tout va bien. Et si vous regardez dans ces différentes contributions, la contribution principale, c'est carbon dioxide. Vous remarquerez que c'est en anglais. La plupart du temps, la recherche se fait en anglais, mais carbon dioxide, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. En français, ça se dirait dioxyde de carbone, et c'est évidemment la question du CO2. Donc, on est capable de regarder la contribution de différents facteurs qui causent cet effet de serre et de dire oui, c'est bien le CO2. Est-ce qu'on est sûr que ce CO2 qui fait l'effet de serre, qui est responsable du 1 degré, qui est déjà beaucoup de réchauffement, est-ce qu'on est sûr que c'est l'activité humaine? Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est particulièrement impressionnante, je trouve, qui est de regarder depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est 800 000 ans. Depuis 800 000 ans, combien est-ce qu'il y a de CO2 dans l'atmosphère? Et si vous regardez, depuis 800 000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est compté en parties par million. Ça veut dire que vous prenez 1 million de molécules d'atmosphère et vous comptez combien il y a de molécules de CO2 parmi ces 1 million de molécules. Il y en a quelque chose entre 180 et 280. Vous voyez, ça varie un petit peu au cours du temps, mais on est toujours en dessous de cette valeur-là et au-dessus de cette valeur-ci. Depuis 800 000 ans. Comment est-ce qu'on sait ça? Alors, vous aurez remarqué peut-être que depuis le début, à chaque fois que je vous montre une courbe, je vous écris les sources. C'est écrit d'où viennent les données. Ça, c'est super important. C'est pas moi qui vous raconte des choses, je m'appuie sur des références que vous pouvez aller regarder par vous-même. Si vous voulez vérifier ce que je raconte, vous pouvez aller chercher ces informations-là. Je vais y revenir après. Comment est-ce qu'ils ont fait cette mesure? Comment est-ce qu'on sait la quantité de CO2 dans l'atmosphère il y a 500 000 ans? Parce que si je vous pose la question comme ça, enfin moi en tout cas, de tête, aucun moyen de savoir. Pour faire ces mesures, on va en général en Antarctique, où il y a de la glace, et la glace, quand elle s'est formée, elle a emprisonné des petites bulles d'air. Et quand la glace s'est formée, elle était à la surface, et puis il y a de la glace qui s'est formée dessus, et encore, et encore, et encore, et encore. Et donc ça veut dire que quand vous descendez sous la glace, plus vous descendez profond, plus vous avez de la glace qui est vieille, et vous avez dans les bulles d'air de cette glace des échantillons de l'atmosphère au moment où la glace s'est formée. Donc vous prenez la surface, vous avez l'air de hier. Vous descendez de 1 mètre, vous avez l'air d'il y a 10 ans. Vous descendez de 1 km, vous avez l'air d'il y a 100 000 ans. Et si vous descendez très profond, vous pouvez remonter comme ça et avoir des échantillons jusqu'à 800 000 ans. Et maintenant, on va encore remonter plus loin
pour avoir cette idée de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est spectaculaire sur ce graphe, c'est le morceau que vous n'avez pas vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on est resté en dessous de 280 jusque ici. Et que là, il y a un trait tout droit qui va de 280 à plus de 400. Si je zoome sur ce trait-là, on était en dessous de 280 jusque dans les années 1800, et qu'à partir de 1800-1850, ça commence à monter, et ça monte de plus en plus vite depuis. Alors, là c'est la partie courte d'histoire de ce matin. Qu'est-ce qui se passe autour de 1800-1850 dans ces eaux-là? Ouais. Il y a un pic de... Il y a une montée soudaine. Alors, ça c'est ce qui se passe sur les données, tout à fait. C'est comme tout à l'heure, il y a les données, il y a l'interprétation des données, c'est ce que vous faites là, on voit que ça monte. Maintenant, il s'agit d'essayer de relier ce qu'on observe à quelque chose qui s'est passé dans le monde à ce moment-là. Ouais. Industrialisation. Absolument. Ça, c'est le début de la révolution industrielle. Et donc la révolution industrielle, vous l'avez vu en histoire, c'est la question du charbon d'abord, première révolution industrielle, du pétrole et du gaz ensuite. Mais vous pouvez aussi le voir du point de vue de la physique, c'est le moment où il y a ce décollage que votre camarade racontait. Donc est-ce qu'on est sûr que ces émissions, c'est le CO2 lié à l'activité humaine? Ça c'est un des éléments qu'on a pour s'en convaincre. Tant qu'il n'y avait pas de révolution industrielle, il ne s'est rien passé pendant 800 000 ans. Et puis, comme par hasard, à ce moment-là, ça commence à décoller. Alors, il y a plein d'autres éléments qui forment un faisceau de preuves qui permettent de se convaincre que, oui, c'est bien lié à l'activité humaine. Est-ce qu'on est sûr de ce qui va se passer à partir de là? Est-ce que ça va continuer à monter? Alors, être sûr de ce qui va se passer à l'avenir, c'est toujours compliqué. Il faut toujours être prudent. Et les scientifiques sont très prudents par nature quand ils affirment des choses. Donc là, je vais vous dire, non, on n'est pas sûr. On a quand même des bonnes idées. Je vous le montre sur un exemple. Ça, c'est la quantité d'émissions de l'humanité tout entière, par an, tous les ans. Alors, là, sur le graphe précédent, vous l'aviez sur plusieurs siècles. Là, je zoome sur 1990-2021, donc l'histoire récente. Depuis 1990, vous voyez que la quantité de CO2 émise par l'humanité tous les ans a juste eu tendance à monter, ou presque. Alors, je peux mettre sur ce graphe-là quelques événements historiques. Voilà le moment où il y a eu le premier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui est la structure dont s'est dotée l'humanité pour essayer de comprendre la question du climat. On fait le GIEC en 90 parce qu'on commence à se dire il va y avoir un problème avec le climat, il faut faire quelque chose. Ce qu'on a fait depuis en termes d'émissions, c'est ça. Donc, en termes d'efficacité pour la réduction, vous voyez que ce n'est pas le rapport du GIEC qui change radicalement les choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un truc très important qui s'est appelé l'accord de Paris. Toutes les nations du monde se sont mises d'accord pour dire qu'il faut qu'on fasse des efforts sur nos émissions. C'était à ce moment-là, vous voyez que ce qui s'est passé juste après, c'est qu'on a émis plus. En termes d'efficacité pour la réduction, c'était pas immédiat, on va dire. Alors si vous regardez sur ce graphe, il y a 3 endroits où il y a un décrochage en termes des émissions. Il y a ici, il y a ici, et il y a là. Alors, rappel d'histoire aussi, à votre avis, un truc qui fait que tout d'un coup on se met à mettre moins de gaz à effet de serre autour des années 2019-2020. Et ouais. Le truc le plus efficace de ces derniers temps en termes de réduction des émissions, c'est le Covid. Ça vous dit à quel point il faut que la société se retrouve secouée fort pour que les émissions baissent. Ici, il y a eu un deuxième phénomène, un deuxième truc qui a secoué la société très très fort et qui s'est traduit par une baisse des émissions. Est-ce que vous avez une idée? On est quand là? C'est quoi l'année? 2010. Un tout petit peu avant 2010. Alors, je pense que vous êtes un tout petit peu trop jeune pour vous en rappeler et en même temps, c'est trop récent pour que ce soit déjà dans vos cours d'histoire. Ça, c'est la crise financière de 2008. Grosse crise financière. Crise des subprimes aux États-Unis au départ, qui a encore aujourd'hui des effets qu'on sent.
Et ça a fait une petite réduction des émissions. Il y a un troisième événement ici. On est quand là? On est... C'est quoi l'année? 90. Ouais, 80, en gros 90. C'est la suite des années 90. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 qui peut justifier une baisse? Pareil, un truc qui vient secouer le monde entier. C'est la chute de l'URSS. Ça, vous avez peut-être entendu parler dans les cours d'histoire. Donc vous voyez que vous retrouvez dans cette perspective-là des choses que vous avez vues en histoire. Et c'est vraiment des événements d'ampleur planétaire qui sont capables d'avoir un impact sur ces émissions. Donc baisser les émissions, c'est très difficile. Et donc, on se dit qu'il y a des chances que ça continue encore un petit bout de temps de continuer à monter. Est-ce qu'on est sûr des conséquences de l'augmentation des émissions de CO2 qui augmente l'effet de serre, qui augmente la température au-delà du 1 degré déjà observé? Alors, on est sûr d'un certain nombre de conséquences. On est sûr que ça va se traduire par des effets d'inondation. Ça, on en entend parler de plus en plus souvent. Des effets de canicule, des feux de forêt. Je ne sais pas si vous vous rappelez que pas longtemps avant le Covid, un des grands événements dont on parlait, c'était les feux de forêt en Australie. Ça se traduit par la disparition d'un certain nombre d'écosystèmes, en particulier les coraux. On sait que les coraux d'eau froide, dans un monde à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement, en gros, vont disparaître à plus de 95%. On sait que ça se traduit par la fonte des glaces. Il y a cette photo que je trouve particulièrement spectaculaire de chiens de traîneau qui pataugent dans l'eau. On sait que ça se traduit par la montée des océans et donc la submersion des côtes. Tous ces événements-là, il faut être quand même un tout petit peu prudent ici aussi. C'est très difficile de dire qu'un événement en particulier est dû au changement climatique. Ce qu'on sait, c'est que le changement climatique va avoir tendance à augmenter la fréquence et l'intensité de ces événements. Donc ça, c'est quand même plutôt des mauvaises nouvelles. Il y a d'autres phénomènes pour lesquels on n'est pas complètement certain de l'effet du changement climatique. Et en général, c'est plutôt pas dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est des trucs dont on se dit, ça peut mal se passer ou très mal se passer. On ne sait pas exactement comment ça va aller parce que c'est loin en termes d'évolution par rapport au système actuel. Et ce qui me semble intéressant ici, c'est de bien voir que la question du changement climatique, c'est pas juste un chiffre sur un thermomètre. Ça a plein d'impacts sur plein de choses à la fois. Alors ça, c'est la partie un peu voilà. Bonjour, il est 8h du matin et je viens vous apporter des mauvaises nouvelles sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc je vais essayer à partir de là de vous montrer comment est-ce qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici pour pas juste rester en face de ces mauvaises nouvelles en se disant c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Avant de faire ça, il y a un point qui me semble vraiment très important. Il faut que je vous raconte pourquoi est-ce que je mets ici des oui en gras, en rouge, en gros. Ce que je vous ai raconté jusque-là, je vous l'ai dit, hein, mais c'est toujours avec des sources. Ici, c'est le Global Carbon Project, etc., etc. Et donc, ce que je veux vous raconter maintenant, ce qui me permet de vous affirmer les choses avec cette certitude, c'est la façon dont on construit de la connaissance scientifique, sur laquelle j'ai pris ce que je vous ai raconté ici. Donc, je vais vous raconter en 2 minutes à quoi ça ressemble le métier de chercheur, ce que je fais moi, ce qu'on fait avec des millions de collègues dans le monde, pour produire de la connaissance scientifique. Alors, la base de la production de connaissances scientifiques, c'est la recherche. On se pose des questions, un peu comme je l'ai fait là, je vous ai montré plein de questions auxquelles on a fini par apporter des réponses. A priori, dans le cadre de la recherche, toute question est légitime. On peut se poser toutes les questions qu'on veut. Mais il ne s'agit pas juste de rester à la question, on essaye de trouver des façons d'y répondre. Et pour ça, on fait de la recherche. Une fois qu'on a travaillé longtemps, parfois, par chance ou par obstination, on trouve des résultats sur ce qu'on cherche. Et il ne s'agit pas juste d'avoir ces résultats à soi et d'être content avec ses propres résultats. Il faut que ces résultats soient vérifiés et validés par l'ensemble de la communauté scientifique. Comment on fait ça? Une fois qu'on a nos résultats dans un laboratoire, on écrit ces résultats dans ce qu'on appelle un article. Ce n'est pas exactement les mêmes articles que ceux que vous pouvez croiser dans les journaux que vous pouvez voir à la maison de la presse ou à la maison.
c'est des articles qui ont un format un peu particulier, qu'on appelle des articles scientifiques. Cet article, on l'envoie dans un journal spécialisé. Là aussi, c'est des journaux dont vous n'avez peut-être pas encore entendu le nom. C'est des journaux qui s'appellent Nature, qui s'appellent Science, qui s'appellent Physical Review, qui s'appellent etc. Ou éventuellement, il y a aussi des revues françaises. Je pense au compte-rendu de l'Académie des sciences, par exemple, qui est un journal tout à fait réputé. Quand on envoie cet article au journal, il faut que l'article se comprenne tout seul. Il faut qu'on ait dit dans cet article, voilà la question qu'on s'est posée, voilà ce qu'on a fait comme expérience pour y répondre, voilà les données qu'on a obtenues, voilà l'interprétation qu'on en a. Un peu ce qu'on a fait ensemble ici. Le journal envoie l'article à d'autres chercheurs, et a priori, ces chercheurs qui vont expertiser l'article ne connaissent pas l'auteur, et l'auteur ne connaît pas les chercheurs qui vont expertiser. C'est anonyme. Donc ça peut être le collègue du bureau d'à côté, il ne sait pas normalement que c'est moi qui ai écrit l'article, et je ne sais pas que c'est lui qui est en train de corriger mon article. Ces experts, en général il y en a 2 ou 3, qui ne se connaissent pas, qui travaillent indépendamment les uns des autres, écrivent un rapport pour dire « cet article est intéressant, mais là il y a un problème dans l'expérience, là il y a un truc qui ne va pas dans l'interprétation des données, là les auteurs n'ont pas vu qu'il y avait déjà des travaux qui avaient été faits sur ce sujet, etc. etc. » Ça fait un bilan, un rapport sur l'article qui est donné à l'auteur, celui ou celle qui avait fait la recherche au labo. On prend le rapport, on prend l'article, on corrige l'article avec les rapports pour dire « vous avez raison, là j'ai fait une erreur, je vais corriger comme ça, là c'est vous qui n'avez rien compris à ce que j'ai raconté, c'est peut-être que j'étais pas clair, on recommence » et on renvoie l'article pour qu'il soit à nouveau expertisé. Ça prend 1 an à peu près. Quelque chose entre 6 mois et 1 an. Ça veut dire, entre le moment où vous avez un résultat et le moment où vous avez un article qui est prêt à être publié, il peut se passer 6 mois à 1 an, facilement. C'est le temps que ça prend que le travail de recherche soit vérifié et validé. Donc c'est lent, la recherche. Il arrive que l'article soit rejeté. Le journal dit, bon bah écoutez, là nos experts disent, votre papier, il est pas mal, hein, mais il n'est pas suffisamment bien, il n'apporte pas suffisamment de nouvelles connaissances à la communauté, il ne mérite pas d'être publié. Ça, c'est en fonction des journaux, entre 20 et 80% des papiers qui sont rejetés. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, non, vous retournez au labo, vous faites plus de recherches, vous avez des nouveaux résultats, vous réécrivez les choses et vous réessayez plus tard. Et on est reparti pour un tour. Et puis, de temps en temps, quand même, on a des papiers qui sont acceptés, on est content, on fait la fête, et puis on se remet au labo parce qu'il faut préparer le papier d'après. Ça, c'est à quoi ressemble une partie du métier de chercheur. Ok ? Donc c'est lent, ça prend du temps, et ça repose sur une vérification permanente de ce qu'on fait par les autres. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est pas juste des travaux issus de un papier de recherche, c'est des travaux issus du rapport du GIEC, principalement. Je vous l'ai dit, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et ce que fait le GIEC, c'est qu'il ne fait pas de la recherche lui-même, il prend l'ensemble des travaux qui ont été publiés comme ça, et il dit, sur la base de tout ce qui a été écrit par l'humanité, voilà ce qu'on sait du climat aujourd'hui. Le précédent rapport du GIEC, c'est 10 000 papiers qui sont analysés, c'est-à-dire 10 000 articles qui tous ont été faits comme ça, pour faire ça. Et sur la base de ces 10 000 articles, le GIEC dit, voilà sur les points sur lesquels tout le monde est d'accord. Et on considère que ça, c'est su. Voilà les points sur lesquels il y a éventuellement des désaccords. Et voilà pourquoi est-ce que les gens ne sont pas d'accord. Donc c'est une espèce d'analyse qui dit ce qu'on sait aujourd'hui de ces sujets, et ces documents produits par le GIEC, c'est une fois qu'ils sont écrits, il y a n'importe qui de la communauté scientifique qui peut proposer des commentaires. Ils ont géré un peu plus de 40 000 commentaires sur le dernier rapport. Et le document final qui inclut ces commentaires est disponible gratuitement. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur Internet et lire ça, vous pouvez le faire, vous y avez accès. Voilà, ça c'était pour vous raconter un petit peu comment est-ce que cette connaissance elle est produite, parce que je trouve que quand on dit les choses en disant « oui, on le sait en gras et en rouge », il faut vous raconter pourquoi est-ce qu'on considère qu'on le sait vraiment. Alors, non seulement on est mal, mais en plus on est sûr qu'on est mal. Donc là c'est vraiment le moment où il faut qu'on discute de qu'est-ce qu'on fait à partir de là.
faut réfléchir à ce qu'on fait à partir de là. Moi, je vais pas vous donner des solutions.